Ah, Jean-Paul est un homme de 62 ans qui a fait l'essentiel de sa carrière dans le journalisme, D'accord. mais qui était prof de latin-grec il y a très très longtemps dans une autre vie. Alors, journaliste, prof de latin grec, et quand il a 12, 13, 14 ans. Quand il a 12, 13, 14 ans, il est en début d'humanité à Arlon, Arlon. au bout du monde. Non, moi j'ai fait mon service militaire à la caserne Karl de Meung, Ah ben voilà. en 70 Voilà. 197 38. Oui, c'est marrant, ça. Vous parlez d'Arlon, Oui. moi c'est 70 197 38. Oui, oui. En quelle année? Ah ben écoutez, j'ai dû faire mes humanités entre 70 et 77, hein, quelque chose comme ça, avant de faire des études de philologue classique, donc de prof de latin grec. Mais quel est le déclic pour vous mener vers ces études? Un professeur, un instituteur ou bien... Non, c'est un peu un non-choix, je dirais, pour être franc. Ah, expliquez-moi. J'avais fait des humanités dans ce collège à Arlon de latin grec. Et sans trop vraiment savoir, j'ai poursuivi en philologie classique à Leuven. On était les tout derniers à Leuven. J'ai fait encore les candidatures, ce qu'on appelait l'équivalent du bac actuellement à Leuven, et puis à Louvain-la-Neuve. Et puis j'ai commencé à enseigner le latin et le grec, mais avec quand même beaucoup de plaisir, hein, dans un premier temps, mais une envie quand même de faire autre chose également. Et à la première occasion, j'ai refait encore un peu d'études en communication pour devenir journaliste. D'accord. Moi, je reviens quand vous avez 12-13 ans. Alors, 12-13 ans, mais donc je suis fils d'enseignant. C'est peut-être ça aussi qui dirigeait la transmission. La transmission, oui. Des lectures qui vous marquent? Des lectures, beaucoup de BD quand même. Ah, beaucoup de BD. Oui, beaucoup de BD, pas vraiment une passion des romans, un intérêt pour la mythologie sympathique, mais pas non plus effréné. Et par ailleurs, un intérêt beaucoup pour le chant choral. Je faisais partie d'un chœur qui était dans cette école et qui était assez astreignant parce qu'on avait une répétition tous les jours. Et ça fait partie des bons souvenirs vous avez encore un nombre de papiers malgré tout, parce qu'à cette époque-là, c'était encore les bibliothèques qui alimentent. Oui. Je me souviens de toutes les formalités qu'il fallait remplir pour avoir tel roman des tréfonds de la bibliothèque du collège. C'est vraiment une autre époque. Vous êtes resté attaché au papier? Je suis resté attaché au papier. Là, en attendant de venir jusqu'à toi, j'étais en train de lire le journal papier. D'accord, oui. Ouais, ça j'ai vraiment encore c'est une question de génération, mais une envie de pouvoir feuilleter, sentir, humer. J'aime beaucoup le papier. Prof de latin et de grec, c'est un historien presque ça. Il faut être historien pour ça, il faut aimer l'histoire. Il faut aimer l'histoire, mais j'aimais beaucoup la langue aussi. Je trouvais et je continue à trouver que l'enseignement du latin, quand il est bien fait, est vraiment une sorte de gymnastique intellectuelle liée à la langue. Et le latin, c'est très mathématique finalement. Il suffit de mettre les bons codes pour arriver à décrypter une phrase. Et ça me plaisait beaucoup. J'étais plus linguiste qu'historien, en fait. D'accord. D'une certaine manière. Donc c'est ce plaisir, évidemment, que vous avez, je veux dire, enseigné. Oui. Que vous avez le plaisir des mots, de l'origine des mots, de la construction d'une phrase, de la correction d'un langage, mais sans non plus être un taliban du langage. Je pense qu'il faut... Taliban du langage. Ben oui, je pense que les professeurs gagneraient à se décoincer parfois les critères de lecture du français ou du latin. Il faut bien sûr connaître des bases et il faut les respecter, mais se permettre des chemins de traverse parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Un décortiqueur comme Michel Francard? Oui, c'est très flatteur. Moi j'admire le travail que ce monsieur-là fait. Oui, tout à fait. Quand Michel a même un petit souci d'interprétation de quelque chose, il n'hésite pas via les réseaux sociaux de poser l'avis des gens. Et évidemment, surprise de surprise, que vous soyez à Moucron, à Tournai,
il y a parfois des petites variantes. Si on arrive sur le Mons, ou dans le Borinage, ou sur Charleroi, il découvre un foisonnement, évidemment, d'interprétations autour d'un terme. Oui, alors évidemment, moi j'étais mal placé à Arlon parce que le patois local, c'est même pas le Gaumet, c'est le Lorrain, le Plattdeutsch, le proche du luxembourgeois et de l'allemand, mais un langage très matiné d'allemand, très guttural et très peu poétique à mes oreilles d'adolescent, en tout cas, je ne l'ai pas appris. Et donc je n'ai pas eu le plaisir que j'aurais eu probablement en Picardie de pouvoir comparer des mots de même racine, mais d'usages différents. Et l'enseignement commence où et quand? Alors, en tant que prof? En tant que prof, alors pour être franc, je voulais au tout départ, après mes études, j'avais encore mon service militaire à faire. Dans quelle arme? Ah ben justement, je ne l'ai pas fait. Ah, vous auriez aimé la faire dans quelle arme? Aucune. Et ce que je voulais, c'était partir en coopération en Afrique. Juste après mes études, mais ça a raté pour des questions administratives en quelques jours au moment de partir, et je me suis retrouvé là, je ne pouvais pas partir, mon service militaire je pouvais le postposer d'1 an ou 2 ou 3, mais il fallait que je gagne ma vie, alors on a donné des coups de fil dans toutes les écoles, et je me suis retrouvé finalement, il y avait quasiment un horaire plein de profs de français, latin et grec, français, latin, pas encore grec, c'est venu plus tard, à Bellevue, au collège Notre-Dame de Bellevue à Dinan. J'ai débarqué là début septembre, sans logement, 81. D'accord. Pour l'anecdote, j'ai été logé à l'hôtel pendant 2-3 semaines, le temps de trouver un logement. Et ça m'a bien plu, cette expérience de jeune prof débarquant dans ce collège assez, à l'époque en tout cas, assez austère, très encadré. Et moi j'arrivais de manière un peu plus décoincée, et ça passait bien avec les élèves, je pense. Donc ça m'a bien plu l'expérience. Et puis à un moment donné, le service militaire quand même se réimposait à moi. J'ai eu l'occasion de le faire in fine, mais pas dans les armes, mais comme enseignant, justement, prof de français à près de Dinan. Et après coup, je n'ai pas retrouvé cet emploi de professeur, et du coup, je me suis dit, c'est le moment alors de compléter ma formation et de virer vers le journalisme. Et puis, pourquoi il y avait une passion de transmettre encore autre chose, ou bien pourquoi le journalisme? C'était une envie latente qui était là? C'était une attente que j'avais depuis longtemps, mais que je n'avais pas eu l'occasion de faire, et probablement étant sur des rails plus classiques, de par mon histoire familiale, je suis resté sur ces rails dans un premier temps, mais avec quand même la frustration de faire autre chose, sans aucun mépris pour la carrière de prof. Mais enfin, voilà, j'avais l'occasion, j'ai saisi l'opportunité, et puis j'ai été engagé à la RTBF. Voilà. Directement à la RTBF? Oui. Donc, pour moi, cette époque-là, parce que ça c'est une époque un petit peu que j'ai connue, mais pour moi, RTBF, c'est Luciano Arcangeli à cette époque-là. Ah, mais il est toujours là. Hein. Oui, pour moi, hein, dans le bassin de Charleroi, oui, bien sûr. Il y avait M. Druit aussi. Oui, Christian Druit, qui était administrateur général. Je connaissais beaucoup plus, c'est un nom qui me revient. Et dont la fille travaille toujours, Valérie. Donc le journalisme radio. Oui, dans un premier temps, j'ai passé un casting pour être engagé sur une émission pour adolescents. Et finalement, ça recouvrait un peu les deux domaines. Prof dans le secondaire ou journaliste dans une émission pour adolescents qui s'appelait Baladeur sur la première. Et j'y ai travaillé quelques années. Et puis voilà, mon parcours après, je pense que ça vient un peu hors de la discussion. Mais enfin, la plume, comme tu veux. Pas encore. Alors, si, quand j'ai refait mes études de journaliste, j'ai terminé ces études donc à l'UCL par un mémoire en sémiologie sur la marque jaune d'Edgar P. Jacobs. J'avais été fasciné par un travail que Benoît Peters avait fait sur les bijoux de la Castafiore de Hergé, qu'il avait fait sous la direction de Roland Barthes. Et j'avais trouvé ça fantastique, et j'ai essayé à ma manière de faire une démarche similaire sur la marque jaune de Jacobs. J'y ai beaucoup travaillé, et au total, quand j'ai eu terminé mes études, il se fait qu'à ce moment-là, tout à fait par hasard, Libre Belgique republiait les planches en noir et blanc de la marque jaune de Jacobs.
Or, je me suis dit, après tout, qui risque rien n'a rien, je leur ai écrit en disant, si vous voulez, je peux vous proposer un article qui apporte un éclairage un peu différent sur la marque jaune. Je l'ai fait et, encore une fois, chance, mais qui sourit aux audacieux, je dirais, à ce moment-là, les éditions Labor, ici en Belgique, à Bruxelles, ils avaient leur collection Un livre, une œuvre, et ils cherchaient quelqu'un pour faire l'exemplaire sur Jacobs, la marque jaune. Ils me l'ont confié. Alors ça n'a pas été non plus un succès énorme de... Jean-Marc Duré était déjà là. Pardon? Jean-Marc Duré était Ah, je ne peux pas vous dire. Ah, d'accord. Je ne peux, Voilà. peux pas te dire. Mais donc, en tout cas, pour moi, c'était une belle reconnaissance qui est restée un peu... Bon, voilà, de manière... J'ai eu une bonne presse à l'époque, mais c'est resté quand même très confidentiel parce que c'était quand même assez pointu, un livre sur la marque jaune de Jacobs. Mais voilà, c'était une expérience d'écriture, mais après, je n'ai plus fait vraiment d'écriture pendant... Là, ça nous remonte à 1987. Oui. Et donc, maintenant, je suis à la fin de ma carrière journalistique et voilà, je m'y suis remis à... Mais il y avait toujours, je veux dire, dans le travail du journaliste, le grec et le latin qui flottaient, ou bien c'était quelque chose qui était là, une passion qui a été entretenue? Elle a été entretenue dans le sens où, plus que la plupart de mes collègues, sans prétention, quand on a une connaissance un peu de l'étymologie des mots, on a un goût pour ça et on peut de temps en temps faire des liens intéressants entre des mots et avoir un background qui est jubilatoire, qui est amusant. Donc ça a toujours été entretenu par ça, et la mythologie est restée quand même un peu aussi dans une toile de fond pour moi, parce que ça a continué à m'intéresser, et j'ai toujours été un peu intrigué par toutes les résurgences de la mythologie dans notre vie quotidienne. Et donc je me disais, il y aurait quelque chose un jour à faire de différent sur la mythologie, mais c'était resté très large. Oui, parce que des livres, il y en a. Hein. Parce qu'il y en a. Ah bon, oui, bon, ça, il y en a. Hein. Je prends un petit livre, voilà. Oui. Ça sort tout le temps. Faut être culotté. Pour être franc, oui. Il faut être culotté d'aller oser bousculer ceci dans les rayons et d'aller trouver l'éditeur Larousse et lui dire, écoutez, moi j'ai autre chose à vous proposer. Parce que voilà quand même quelque chose qui est très bien fait. Mais, je veux dire, construire un autre ouvrage sur la mythologie dans une même maison d'édition, expliquez-moi. Je vous explique quoi? Le projet de ce livre, ou bien la manière dont j'ai pu décrocher Larousse? Entre autres, les deux. On commence par décrocher. Voilà. Il y a le livre qui existe avant de décrocher Larousse. Oui, alors le livre, je l'avais en tête en me disant, c'est vrai qu'il y a des masses de bouquins sur la mythologie, certains sont très bien faits, certains sont plus banals, mais il me semblait que je pouvais apporter une touche différente en consacrant vraiment le livre à tous les liens que la mythologie a encore dans notre quotidien, notre vie quotidienne. Une mouche à raser, un récurrent, ou une voiture qui passe, pour vous c'est mythologique. Voilà, et donc je me disais, tiens, au fond, les gens sont entourés de ces références mythologiques, Atlas, Boîte de Pandore, Talon d'Achille, et ça c'est vraiment parmi les plus connus, mais c'est tout le temps. Il est le mentor de, le sosie de, il a une peur panique de. Derrière tous ces mots, il y a de la mythologie. Et donc, on est entouré de ça, mais on ne connaît plus, ou partiellement, ou plus du tout, les histoires qu'il y a derrière. Je me dis, tu vois, au fond, ce serait pas mal de faire un livre qui rafraîchisse toute cette mythologie, oui, j'ai essayé, mais qui raconte un peu toutes ces histoires, mais par le lien, le fil d'Ariane permanent des résonances que ça a aujourd'hui. Donc je devais l'écrire, ce livre, et puis finalement les circonstances de la vie m'ont fait que j'ai eu un peu de temps, j'ai commencé à rassembler un peu, j'ai été beaucoup sur Internet évidemment, parce que ça permet aujourd'hui, je crois que le livre ne serait pas le même si Internet n'existait pas, honnêtement, parce que sans Internet, je ne saurais pas que Morphée, les bras de Morphée, c'est une marque d'oreiller qui est fabriquée à Lyon, ça je ne le saurais pas. Or ça m'amusait simplement de retrouver toutes ces accointances Donc l'araignée que vous êtes commence à tisser. Oui, voilà, je commence à tisser, à engranger, et puis alors je me dis, mais comment je vais organiser ça? Et c'est vrai que tous les livres, ou beaucoup de livres sur la mythologie,
sont structurés de manière assez conventionnelle, je dirais. On commence par le combat entre les titans et les géants, les nouveaux dieux qui prennent place, les 12 grands dieux de l'Olympe, et puis les demi-dieux, etc. On passe finalement à la guerre de Troie, et puis on termine par le retour d'Ulysse en sa patrie, et c'est en général le même schéma. Et je me dis, non, j'ai pas envie. Mais alors je vais structurer comment? Et puis j'ai eu le feeling, et finalement j'ai l'impression que ça a marché, de jouer carrément le marabout bout de ficelle. Je commence une histoire, et puis ça m'emmène vers une autre, ça me fait penser à une troisième, et là il y a un carrefour, un carrefour, un labyrinthe, et il faut aller à gauche ou à droite. Je choisis une des pistes. Si finalement j'arrive dans une impasse, je reviens sur mes pas et je vais ailleurs, mais je continue, et je déboule ainsi toute la plotte de laine, et finalement, après j'ai un tout petit peu quand même chapitré, mais finalement j'arrivais à raconter tout ce que j'avais envie de dire, par ce principe du marabout bout de ficelle, ce qui fait que le bouquin peut se lire, je pense, de A à Z, mais en même temps, il peut aussi permettre de piocher dans les histoires. Il suffit d'aller dans l'index, de se dire, tiens, il y a une histoire derrière la tortue, je ne la connais pas, ouf, tout à fait. On arrive... Et ça, je trouve ça très amusant dans l'ouvrage, c'est qu'on peut justement, et chaque fois, il y a ces petits textes dans les encadrés. Oui, voilà. Ça, c'est un choix de Larousse, d'avoir fait les encadrés. Ça m'a un peu compliqué la vie. Donc, ils sont avec un nom chaque fois un peu différent. Oui, oui. Alors, pourquoi ça vous a un peu... C'est-à-dire que je ne les avais pas prévus, ces encadrés. Le texte était linéaire. Et simplement, mais alors ça devient un peu technique, mais que pour mettre un encadré sur une page, on ne peut pas le commencer page de gauche en bas et puis le poursuivre page de droite. Donc, pour le mettre en un bloc, il faut parfois le décaler. Et du coup, parfois, je le trouvais un peu trop décalé et il y avait des transitions qui ne fonctionnaient pas, donc j'ai dû les restaurer. Mais enfin bref, ça c'est un détail. Mais je n'ai aucune critique à faire à Larousse parce que j'ai quand même eu la grande chance, effectivement, de pouvoir être publié chez eux. Mais comment donc Alors comment j'ai réussi à décrocher Larousse? Donc je travaillais à la RTBF, comme je vous disais. Je n'avais aucune idée de la manière de démarcher un éditeur, puisque ce n'était pas du tout mon métier, même si la communication, oui, mais chercher un éditeur qui veuille bien de ce livre. Ce livre, je l'aurais de toute manière publié, même à compte d'auteur à la limite. D'accord. Mais c'était peut-être pas très, très porteur. À compte d'auteur, ça reste confidentiel. Et je suis allé tout bêtement voir mon collègue Thierry Belfroy, qui s'occupe de littérature à la RTBF, et je lui ai envoyé quelques pages, une trentaine, une quarantaine de pages. Il les a lues, voilà, il aimait bien, et on a discuté, et il me dit, je ne sais pas du tout, effectivement, comment faire, peut-être chez Racine, chez Debouc, ou peut-être il existe, paraît-il, dans le monde de l'édition, ce qu'on appelle des scouts, c'est-à-dire des gens dont c'est le métier, qui ont des frais pour ça, pour repérer, pour faire les démarches auprès des éditeurs. Puis à un moment donné, dans la conversation, il me dit, mais on est con, tu devrais essayer Larousse. T'es fou, Larousse. Je suis personne, moi, dans ce monde-là, je suis personne. Mais si, parce que c'est vraiment, d'après ce que j'ai lu, c'est vraiment... ça participe au gai savoir, c'est-à-dire... il y a derrière les mots et les expressions qu'on utilise tous les jours, il y a une histoire, et c'est très ludique de la manière dont tu racontes les choses et dont tu fais rentrer dans l'histoire derrière ces mots. Alors je me suis dit, ben oui, finalement je connaissais l'attachée de presse qui était Micheline Van der Zandt, qui était en contact avec Larousse. Par téléphone, elle me dit, bah oui, il faut. Et puis j'ai envoyé, ça a duré 1 an et demi. Thierry m'avait dit, 1, sois patient, 2, ne démarche pas d'autres éditeurs. Si tu essayes Larousse, et tu t'armes de patience. Il y a eu le Covid, etc., tout ça. Et puis Micheline me disait régulièrement, oui, si je t'assure, ils sont intéressés. Bon, oui, d'accord. Bon, je voyais rien dire. C'est l'impatience qui coule. Et voilà, 1 an et demi, je l'ai laissé reposer pendant ce temps-là, et puis quand même vers la fin, je l'ai encore repris pour le requinquer un peu, et dépoussiérer, retirer des petits passages, fluidifier un tout petit peu certaines transitions, etc.
Et puis début août, Micheline me dit si, je t'assure. Et puis j'ai reçu un mail comme quoi il le prenait. Et c'était le Graal pour moi, honnêtement. Le Graal. Et le choix de la couverture, il est pris par eux ou bien par alors, tout d'abord, j'ignorais complètement, j'avais pas compris pourquoi ce livre était versé dans la catégorie des beaux livres chez Larousse. Et puis, quand j'ai eu des épreuves, j'ai réalisé qu'il était illustré. Ah bon, non seulement il l'avait chapitré, avait mis des encadrés, mais en plus il l'avait illustré, maison, une production maison. C'était très flatteur et j'étais très content. C'est un beau travail d'édition. Oui, un beau travail d'édition, vraiment. Donc il misait quand même sur ce livre, manifestement. Et alors, pour ce qui est de la couverture, encore une fois, en son temps, quand j'en étais encore à aucun contact avec aucun éditeur et que j'étais encore en train de peaufiner le livre, j'avais pensé, pour vous dire franchement, et que je ne voyais d'ailleurs a priori que le marché belge, j'avais pensé à Jean-Claude Servet, l'auteur de BD de ma région, ou en tout cas de Gaume, qui m'avait dit que oui, il était surchargé de travail, mais que peut-être la couverture, oui. Et puis j'en ai parlé à Thierry Belfroy, il m'a dit, mais tu sais, c'est du ressort de l'éditeur, ça. Et ça, tu peux toujours leur dire s'ils te le demandent, mais c'est leur job. Et effectivement, ça a été leur job de trouver cette couverture, qui est un peintre anglais, Waterhouse, et qui me convient bien à plusieurs titres, je dois dire, ce choix-là. Je la trouve très, très belle. Bon choix de personnage. Ouais, bon choix de personnage aussi, parce que justement, c'est pour ça que ça me convient bien, parce que c'est un personnage un peu méconnu, un peu en retrait de la mythologie, mais qui est quand même une forte femme, Circé, la magicienne, celle que Ulysse rencontre lors de son Odyssée et qui transforme tous ses compagnons en porcs, et qui est une femme qui devait faire face à tous ces marins qui débarquaient tout le temps sur son île et qui probablement s'octroyaient tous les droits, vraiment tous les droits, et qu'elle transformait du coup en porc. Et donc moi j'ai intitulé le chapitre ou le paragraphe la concernant, et Circé balance ton porc, parce qu'il y a quelque chose d'assez contemporain. C'est ça que j'allais dire un petit peu, mais ne fût-ce que la lecture, je ne fais pas l'affaire parce que c'est trop amusant, mais la lecture des différents chapitres à la queue de deux comme ça, c'est déjà fabuleux, on s'amuse déjà. Et déjà le fait, voilà, balance ton porc, mais quand on l'a dans un titre d'un chapitre, ce genre de truc, mais on plonge. Ah oui. Et chaque chapitre a toujours un petit peps comme ça où vous dites, parce que c'est vrai, si on pioche à gauche ou à droite, sans suivre un ordre chronologique, on s'amuse. Hein. Ouais, tant mieux, c'était le but. Franchement, moi je me suis beaucoup amusé à glaner toutes les infos. J'avais une bonne base, on va dire, hein. Mais quand même, il faut les animer. Il faut les animer, il faut les enrichir. J'ai découvert plein de choses donc sur Internet qui me disaient « Oh, c'est pas vrai, il y a ça aussi, etc. » Je n'ai pas tout mis parce que sinon ça devenait un livre... C'est ça que j'allais dire, comment élève-t-on son esprit dans ce genre, dans ce cas? C'est-à-dire que j'ai écrit, j'ai relu, j'ai bazardé des passages, j'ai eu également le regard critique d'amis qui ont une formation littéraire et qui m'ont dit tiens là, ça devient vraiment trop pointu, il ne faut pas exagérer. Mais en tout cas, malgré ma formation entre guillemets universitaire, moi j'avais surtout envie que ce ne soit pas un livre à l'écriture universitaire. J'ai pas de mépris pour ça, mais la plupart des livres sur la mythologie, ou en tout cas beaucoup d'entre eux, sont quand même un peu empoulés, un peu sérieux, et je voulais que l'écriture, sans être erronée, soit quand même légère et plutôt journalistique, plutôt percutante. Et Circé balance ton porc, il n'y a pas beaucoup de livres sur la mythologie qui oseraient peut-être ça. Et je reconnais que Larousse m'a laissé faire, complètement. Parce qu'en tout cas, quand on voit un petit peu au niveau des jeunes maintenant, c'est ce langage-là qu'il faut employer. Oui, voilà. Parce que si on vient avec un langage tel que dans celui-ci, trop académique, c'est autre chose. C'est autre chose, le propos n'est pas le même. Enfin, en tout cas, le moyen de transmission n'est pas le même. Ici, moi, je voulais utiliser une langue correcte, bien sûr, riche, mais en même temps décoincée. Voilà. C'est une somme de travail qui représente combien d'années, ça?
évidemment, je n'ai pas travaillé à temps plein sur le livre, parce que j'ai mon boulot, mais je dirais 1 an et demi. Oh, quand même, c'est rapide malgré tout, quoi. Oui, oui. Je dois dire que quand je me mettais vraiment à rassembler et à formaliser les choses, je pouvais quand même écrire 15 pages en une soirée. Évidemment, après, il fallait les retravailler, corriger, mais oh, c'était très, très rigolo. Parce qu'il y a des recoupements qui peuvent se faire. Il peut y avoir des répétitions au niveau de certains personnages. Ouais. Alors évidemment, il y en a. Hein. Il y en a qui sont avec d'autres à ce moment-là. Oui, voilà. Parce que, comme on disait, la mythologie, c'est vrai que c'est un labyrinthe ou une toile d'araignée. Et que donc, fatalement, quand on prend le fil sur la gauche de la toile d'araignée, on va se retrouver au carrefour suivant. Et si on continue, on récupère le personnage qui va vous emmener alors vers un tiers. Et donc, il y a à un moment donné des personnages qui réinterviennent plusieurs fois dans le livre. J'aurais pu faire un chapitre uniquement sur, je sais pas moi, sur Athéna. Mais Athéna, on la retrouve évidemment en fil rouge en permanence. Donc je ne voulais pas dire, alors maintenant je règle l'affaire d'Athéna et je n'en parle plus. Il fallait qu'elle revienne et que je rappelle peut-être page 150 que cet aspect-là de la déesse, on l'a déjà évoqué d'une certaine manière dans le livre. Donc le livre permet aussi de dire « Ah oui, tiens, au fond, j'ai envie de relire le petit passage en question. » Voilà, c'est un livre à tiroir. Oui, mais ce qui est très amusant et très intelligent, je veux dire, qui est captivant, c'est qu'on retrouve de tout. Par exemple, le logo de Versace. Ah oui. Ouais. Expliquez-nous un petit peu. Alors, le logo de Versace, j'avais repéré... Il fallait oser faire un... Oui. Donc Versace, maison de grande couture, de parfum, de mode, donc ultra glamour, et qui a osé mettre en logo cette femme qui est effectivement jolie, mais avec des cheveux. En fait, sa chevelure, c'est des serpents, c'est Méduse, c'est la gorgone Méduse. Celle qui pétrifiait les hommes de regard, et pétrifiait vraiment au sens premier du terme, elle les changeait en statues de pierre. Et donc, alors pourquoi Versace, le créateur, a choisi ça? Il aimait bien le côté tragique de ce personnage, au point qu'il a mis le logo et la figure de la Méduse sur sa propriété, il en était vraiment, vraiment bleu, et ça va. Bon, on peut dire peut-être que la femme Versace pétrifie toutes les autres femmes jalouses de sa beauté. Voilà. Grand féru aussi, parce que de la mythologie. Grand féru de mythologie. On retrouve un peu dans la coupe des vêtements, ses capes et tout ça. Bien sûr, avec le côté faible, le côté toge, etc. Et il y a des mouvements féministes qui ont surfé sur ce visage de la Méduse si forte, mais qui finalement sera quand même décapité par Persée, en l'occurrence, qui dévie son regard en le faisant ricocher sur son bouclier et surtout en mettant un casque d'invisibilité. Là, ben voilà, l'invisibilité du casque que Persée met, il lui est prêté par Hadès, le dieu des enfers, et ce casque d'invisibilité, je suis quasi certain que c'est en partie ce qui a donné l'idée à Rowling, l'auteur de Harry Potter, de faire la cape d'invisibilité. Et on retrouve ainsi ces inspirations de la mythologie très très régulièrement dans les œuvres tout à fait contemporaines, les Walt Disney, les Harry Potter. Harry Potter en est plein, hein, de Cerbère aux sirènes, du centaure, oui, de tout. On est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et voilà, on est déjà entouré. On est déjà entouré. Du lundi au dimanche, on a 7 dieux de la semaine. Si on regarde, ben c'est la Lune, c'est Jupiter. Bien sûr. On est reparti. Oui. Et si je vous demande quand vous êtes né, je vais vous dire que vous êtes Verseau. Ah bon, c'est ce jeune homme qui a été emmené sur l'Olympe par Zeus, qui était tombé amoureux de lui. Parce que ça, Jean-Paul, il est quoi, lui? Ah, moi je suis Sagittaire. Voilà, au descend comme moi. Voilà. Ouais. Et pourtant qualifié plutôt de brute aviné. Mais voilà. Tiens, ça c'est beau ça. Moi je suis du 19 décembre. 14. Ouais. Brut aviné, ça m'avait quand même jamais dit. mais non, comme quoi il y a une certaine liberté par rapport aux autres, il y a qu'un seul. Moi j'y crois un petit peu, j'ai vécu à la côte belge,
bon. Et qu'est-ce que j'ai pu constater 2 fois par jour, c'est cette marée haute, marée basse. Ah, oui. Imaginez la mère qui a l'enfant qui est là, et qui est mijoté régulièrement. Donc, je pense que les signes du zodiaque et la période de l'année a énormément joué un petit peu sur. C'est pour ça qu'on se ressent peut-être, mais brut à deviner. Brut à deviner. Mais bon, la mythologie est partout. Vous prenez quelques scènes, c'est sur les pièces. Ah, voilà, oui. Donc, mais vous... C'est sur les pièces ou sur vos billets d'euros. Hein. Voilà. En filigrane du billet d'euro, c'est la princesse Europe, celle qui a été séduite par Zeus, qui s'est transformée en taureau ailé pour la séduire, et puis qui l'a emmenée, et c'est elle qui a donné son nom à ce continent qu'est l'Europe, et qui vous fait un clin d'œil. Qu'est-ce qui n'a pas trait à la mythologie alors? Pardon? Qu'est-ce qui n'a pas trait à la mythologie? Oh, il y a quand même des... Oui, mais quand on lit le bouquin, on la retrouve partout. Oui, je dois dire qu'il y a des gens qui... En voiture, en fusée, oui. Partout. Ah, bien sûr, bien sûr. Je dois dire qu'il y a des gens qui m'ont dit, ah mais... Oui, je voyais bien qu'il y avait quand même des résurgences régulières, mais à ce point-là... J'avais un vignoble, c'est Bacchus partout. Ah oui, évidemment, Bacchus. Oui. Mais comment sortons un petit peu de ce bouquin? Parce qu'on ne sait pas en sortir, on est dedans tout le temps. Moi, je vais dire, il est passionnant. Pour moi, il est passionnant. Parce qu'encore une fois, on peut aborder n'importe quelle chose et on découvre évidemment le pourquoi du comment des choses. Alors l'idée n'est pas qu'on garde tout en mémoire, hein, évidemment, mais peut-être qu'on le garde quand même dans sa bibliothèque si on a la gentillesse de faire ça, et qu'on y revienne via l'index en disant, ah oui, au fond, finalement... le Pan, pourquoi est-ce qu'il a ces centaines d'yeux sur son plumage? Ah oui, c'était une histoire d'un gars qui gardait une des maîtresses de Zeus, Io, oui c'est ça, et alors il a été tué, et Héra, la femme de Zeus qui était si jalouse, a quand même récupéré les centaines d'yeux de ce gardien qui avait failli, et pour le précipiter sur son animal fétiche, le Pan. Ah oui, c'était cette histoire-là. Bon voilà, maintenant, on peut très bien vivre sans, hein, on peut très bien vivre sans, évidemment, mais moi en tout cas, j'ai pris beaucoup d'amusement vraiment à débusquer toutes ces traces et puis à re-raconter ces histoires. Débusquer, tiens, quelle est la grande découverte? L'inconnu qui s'est présenté à toi, c'était quoi? Alors... une révélation, disant, tiens, bon sang, eh bien, j'étais passé à côté de ça pendant toute ma vie, et je découvre. Ce qui m'a le plus... enfin, ce dont je suis le plus fier d'avoir... que je suis le plus fier d'avoir trouvé, entre guillemets, c'est le lien, la comparaison qu'on peut faire entre Pandore, la boîte de Pandore, Pandore et la Schtroumpfette. Ah oui. Alors ça, il faut... Vous allez me dire, ouh là là, il va chercher loin. Mais Pandore, il faut savoir que c'est la première femme de l'humanité. Avant, elle, il n'y avait que des hommes. Ils vivaient entre eux, apparemment dans une certaine harmonie, un certain âge d'or. Vous allez me demander comment ils faisaient pour se reproduire. Ils n'avaient même pas besoin, puisqu'ils ne vieillissaient pas, ils ne mouraient pas, et ils vivaient bien, etc. Mais ils ont à un moment donné, mécontenté le ciel. Un d'entre eux, qui était quand même un titan, Prométhée, va voler le feu aux dieux et, pour le donner aux hommes. Et là, il bouleverse complètement l'ordre des hommes qui restaient bien sages sur Terre et qui, avec le feu, pouvaient prétendre à une sorte de divinité et à un surcroît de pouvoir. Bref, Zeus est ultra furieux de ça. Il va punir Prométhée en lui bouffant le foie, en l'attachant sur un rocher sur le Caucase, mais surtout, il va leur envoyer la punition suprême qui va foutre le brin dans leur société, il va leur envoyer la femme. Et donc, il demande au dieu de la forge... Dire ça après la journée de la femme, il faut le faire. Ah oui, oui, oui. Oui, non, c'est ultra sexiste, évidemment. Mais donc, il demande au dieu de la forge, Héphaïstos, Vulcain chez les Romains, Vulcain comme volcan, hein, vulcanologue. C'est la marque de Albert Frère. Voilà. Il demande de façonner une créature féminine à taille humaine à partir de terre glaise et de la faire aussi belle qu'une des déesses, aussi belle. Et à ce moment-là, devant cette magnifique créature créée par Héphaïstos, tous les dieux, toutes les déesses vont lui faire un don. Et Pandore, ça veut dire ça, tous les dons. Au départ, ça ne parle pas de boîte. Elle a reçu tous les dons et elle va être envoyée sur Terre pour
déclencher les catastrophes. Elle va y arriver avec sa boîte, certains disent une jarre, dans laquelle, pour vraiment punir les hommes, les dieux ont mis tous les maux de l'humanité, et puis en lui disant, mais tu ne l'ouvres pas cette boîte. Et évidemment, comme on l'a également doté du don de curiosité, c'est Hermès, Mercure chez les Romains, qui l'a doté de ce don un peu perfide de curiosité, à peine débarquée sur Terre, elle ouvre la boîte et tous les mots se dégagent. Alors, quel rapport avec la Schtroumpfette? Mais finalement, c'est pareil. Dans les 2 premiers albums de Peyo, tous les Schtroumpfs vivent plus ou moins heureux, plus ou moins en harmonie dans leur village. Ça va pas mal. Mais ils ont un ennemi, en la personne de Gargamel, le sorcier, qui a trouvé à un moment donné le moyen de les punir, leur envoyer une Schtroumpfette et qui commence à la façonner de terre réglaise à la taille des Schtroumpfs et de lui donner d'abord des saphirs pour les yeux, de la soie très fine pour les cheveux, et puis toute une série de dons, de particularités féminines, en suivant un grimoire de formules magiques très très sexistes. Peyo d'ailleurs a la prudence de dire en fin de page, moi j'y suis pour rien, c'est le grimoire qui donne ces caractéristiques de perfidie, de curiosité, de langue de vipère, etc. Et elle arrive dans le village et c'est évidemment la catastrophe, elle crée la dissension entre les Schtroumpfs, surtout au moment où le grand Schtroumpf la rend plus belle qu'elle n'était encore au départ et la dote vraiment d'une apparence très très sexy. Et, petite parenthèse, c'est en s'inspirant du film de Roger Vadim « Et Dieu créa la femme », et Dieu créa la femme, Brigitte Bardot, que Peyo s'est inspiré de ça pour faire la nouvelle Schtroumpfette particulièrement torride et ensorcelante. Et Dieu créa la femme, ben, ça revient vraiment à Pandore, créé de toutes pièces pour ennuyer les hommes. Alors ce lien entre la Schtroumpfette et Pandore, je ne l'avais jamais vu. Voilà. Bon, on parle de cinéma, il y a Iko Micard. Ah, il y a Iko Micard. Iko Micard, c'est intéressant parce que c'est Icare va... On connaît, hein, ça fait partie peut-être des histoires qu'on a davantage en tête que d'autres, mais qu'on sera peut-être content quand même de relire pour bien réasseoir ses souvenirs. Mais donc Icare est enfermé avec son père Dédale, qui a donné le nom évidemment au Dédale, et qui vient de créer ce labyrinthe dans lequel on a enfermé le Minotaure. Ils sont enfermés tous les deux, et ils ne peuvent pas sortir, il n'y a aucun moyen de sortir si ce n'est de prendre les airs. Et Dédale trouve l'idée, en réalisant ainsi le vieux fantasme de l'humanité, de sortir de sa condition humaine pour devenir autre chose, d'aller plus haut, c'est le cas de le dire. Donc ils s'enduisent de cire, ils mettent des plumes et ils s'envolent. Et Dédale dit bien à Icare, surtout ni trop haut ni trop bas, hein, le bon vieux juste milieu. Trop bas, tu risquerais de mouiller tes ailes et d'être englouti par la mer. Trop haut, tu risques de faire fondre la cire. Mais le jeune Icare, dans la fougue de sa jeunesse, monte trop haut, s'approche trop du soleil et est dézingué et tombe dans la mer qui d'ailleurs porte désormais son nom, la mer d'Icare, la mer icarienne. Et le film avec Montand, Iko Micard, c'est vraiment ça, c'est Montand campe un procureur qui enquête sur l'assassinat d'un président des États-Unis dans sa voiture décapotable, donc l'allusion évidemment à Kennedy est plus que limpide. Et c'est au moment du film, de l'enquête, où il approche de la vérité qu'il est tué et qu'il sombre pour s'être trop approché de la vérité du soleil. Parce que le soleil, c'est Apollon, c'est le dieu de la vérité, en opposition très sexiste aussi, avec sa sœur, la lune, Artémis, qui est la déesse du mensonge, vraiment d'un domaine beaucoup plus sombre qui est la nuit. Donc c'est vraiment le jour et la nuit. Alors je reviens vers le professeur, parce que tu as fait allusion à ça tantôt, où il y a ce tableau des concordances entre les différents dieux, grecs et romains, qui ont des noms différents. Sauf Apollon. Sauf Apollon. Ouais. Apollon, il est pareil à lui-même partout. Oui. Mais qui apparaissent, mais alors avec parfois une histoire différente. Oui, alors certains ont eu plus de succès. En gros, ils ont plus de succès et plus d'histoires fortes chez les Grecs. Oui. Parce que c'est les Grecs qui ont inventé tout ça. Et honnêtement, je crois qu'ils y croyaient beaucoup plus que les Romains. Les Romains, d'ailleurs ça se trouve dans un Astérix, je pense à Astérix
en Helvétie. Au tout début, on voit dans une orgie romaine un des Romains qui doit laisser un peu quand même de tripes de cochon confit, là, ou je ne sais quoi, pour une offrande à Apollon, et il dit bah, il faudra quand même que ça change, hein, parce que c'est Dieu, il se croit tout permis, etc. Les Romains étaient beaucoup plus pragmatiques, et ils ont continué, je pense, cette mythologie, mais en y croyant beaucoup moins. Les Grecs, pourquoi ils ont créé toutes ces histoires? Ces histoires, elles ont perduré et elles se sont répandues à force d'être répétées, racontées. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 15 versions ou 30 versions de chaque histoire. Moi, j'ai pris celle qui m'arrangeait le mieux chaque fois, de manière un peu pragmatique. Mais pourquoi ils ont créé toutes ces histoires? Ben, finalement, pour s'expliquer le monde dans lequel ils vivaient, pour comprendre pourquoi il y a des marées, pourquoi la Lune n'est pas toujours pleine. Pardon? Pour les conflits. Oui, oui, c'est ça. Pourquoi quelqu'un est dézingué au fait de sa gloire? Peut-être parce qu'il a été trop orgueilleux. Et donc ils ont créé plein de récits autour de tout ça. Ça a été remplacé par les fables par après? Ah oui, je pense qu'on peut dire ça. Oui. Parce que bon, il y a eu cette mythologie, cette époque, mais il y a eu une cassure à un moment donné. Oui, ouais, ouais. Oui, c'est vrai, mais je dois dire que je ne peux pas dire que je sois en mesure, moi, de raconter, enfin de gloser beaucoup sur l'évolution de la mythologie ou de ce genre d'extrapolation imagée dans la culture au Moyen-Âge, etc. Mais par contre... il y a eu la chanson de Doyle, la chanson qui était aussi une façon oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il s'expliquait ainsi même des bizarreries de la nature, en se disant, mais pourquoi l'araignée tisse une toile aussi magnifique? Pourquoi la tortue porte sa maison, comme on dit à Batibo, sur le dos, c'est d'ailleurs l'emblème? Pourquoi le coq embête tout le monde à réveiller tout le voisinage dès les premières lueurs du soleil? Pourquoi ces bizarreries de la nature? Pourquoi le tournesol fait une contorsion tout au long de la journée en restant rivé comme ça vers le soleil? Pourquoi? Pourquoi? Moi je ne le sais toujours pas d'ailleurs, hein, parce que je n'ai pas vraiment creusé l'évolution des espèces, et puis peut-être que l'explication que j'y trouverais serait moins poétique que ces histoires-là. Et je crois que ça peut-être c'est amusant, c'est vraiment amusant pour le lecteur s'il a envie de retrouver toutes ces petites histoires, pourquoi l'anémone, pourquoi... Voilà. Je trouve que les jeunes profs devraient piocher ce genre d'ouvrage pour faire passer un petit peu l'enseignement plus facilement, ouais, qu'il soit ingurgité, je veux dire, avec plus de facilité par les jeunes à l'heure actuelle, quoi. Oh, moi, j'ai pas de, moi, je trouve que pas de leçon à donner, mais, en tout cas, ce qui procède de ce livre, c'est en côté passionné, et je pense qu'en tout cas, les professeurs trouveront l'amusement. Hein. Oui, trouveront de l'amusement, mais ont des chances de perdurer dans leur métier face à 25-30 jeunes, uniquement s'ils ont une passion, s'ils transmettent la passion. Oui, oui. S'ils savent les faire rire et les animer. C'est rendre l'histoire un peu plus ludique, quoi. Voilà. Jean-Paul, je te remercie beaucoup d'être venu me voir. Je t'en prie, je te remercie aussi. Parce que j'ai envie de le relire. Parce qu'encore une fois, de le relire, mais de le reparcourir. Parce on va de gauche à droite, de droite à gauche, et c'est ça qui est bien, c'est que on découvre mille et une choses chaque fois, quoi. C'est intéressant. À très bientôt encore. Merci en beaucoup. Librairie, sûrement. Ah, ben écoute, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Bon après-midi à toi. Oui, merci.